Messieurs, est-ce qu'on passerait pas du coup dans les plats de résistance, parce qu'on a quand même 3 séries à checker. Si ça vous va, commencer par Memphis Lakers. Bien. Normalement, Allons-y. je donne la latitude au chat, mais bon, là on a pris un petit peu de temps sur l'intro, donc je me permets de forcer le début. Vous pourrez choisir le chat bien sûr pour la deuxième si vous préférez les Suns face aux Clippers en premier ou Kings Golden State. Mais avant ça, la série de Cam, bien sûr, Memphis contre les Lakers. Un premier match intéressant, assez défensif comme on le prévoyait malgré tout, avec une belle défense des Lakers notamment, Memphis qui a un petit peu galéré mais qui ressortait à 3 points, Desmond Bane qui faisait des belles choses comme toujours. Et Cam, est-ce que tu veux un petit peu décrire plus avant ces 2 matchs, toi qui es bien sûr le fan de Memphis, pas du tout biaisé, objectif bien sûr comme d'habitude. Bien sûr, puis je suis surtout un grand fan de Los Angeles à côté de ça. Tu peux te faire connu. plaisir. Alors, le premier match, il y a à boire et à manger. Hein. Bon, déjà, forcément, t'as ta star qui se pète sur un passage en force où il y a la main qui tourne. Donc, compliqué. Très compliqué à ce moment-là. Comment dire, déjà se pète, donc forcément ça te ruine ta fin de match, mais malgré ça, le score reflète pas le fait qu'il y avait -8 en fin du 4e quart. Après forcément t'exploses parce que de l'autre côté t'as Hachimura qui fait un gros match et Heidi qui est très bon, surtout défensivement. Quand même 7 contre, donc ta raquette elle était un peu verrouillée. Mais au-delà de ça, à froid, c'est un match que tu peux toujours prendre. Parce que Hachimura va pas éternellement shooter à 5 sur 6 à 3 points. Heidi, il a été fatigué dès au bout de 5 minutes et il y a déjà eu des signes d'inquiétude sur son état de santé, donc à voir comment ça va se reproduire. Et au-delà de ça, en fait, cette équipe de Los Angeles n'est pas variée du tout dans son jeu, que ce soit en attaque et en défense. Qu'est-ce que je peux dire? Ils ont Austin Reeves qui a eu un bon impact, j'allais dire en sortie de banc, mais non, en fait, il a joué 30 minutes, donc il a passé son temps sur le terrain. Mais en dehors de ça, c'est très très pauvre. Leur banc, il est vide. Enfin, leur banc, c'est pas qu'il est vide, c'est qu'ils s'en servent pas. Il y a Schroeder qui est rentré, qui a joué un petit peu, comme Troy Brown et surtout Hachimura, mais en dehors de ça, ça gragne de son 5 majeur. Mais surtout, ce qui m'a marqué, et d'ailleurs Guillaume a fait un thread dessus, c'est le fait que on découvre un nouveau LeBron. C'est-à-dire que moi, le premier, je m'attendais, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans ma preview, la classique de LeBron, je défends pas trop en saison régulière, je m'économise, j'arrive en playoff, je deviens un chien de guerre. Enfin, simplement, je fais les efforts que j'ai toujours fait. La réalité, c'est que LeBron, il est plutôt jeune. Je pense qu'il n'est pas remis à 100% de sa blessure parce que latéralement en défense, il n'arrive pas à suivre. Même dans l'intensité au global, etc., c'est compliqué. Il a vraiment du mal et surtout en attaque, il est privé de ballon. On est passé d'un LeBron dans un quasi-héliocentrisme qui... la spéciale, hein, ton équipe sur par rebond, tu passes la balle à LeBron et après ta contre-attaque, elle se fait toute seule. Il a très peu le ballon. Quand il a le ballon, c'est sur du post-up ou pour shooter. Ce qui fait que c'est pas qu'il est facile à défendre, il est moins dangereux, tout simplement. Bon, même si tu regardes sa feuille de stats, c'est du 21 points, 11 rebonds, 5 assists, avec 3 blocs, dont des élans de touchdown. Mais voilà, c'est pas le LeBron dominant physiquement qui passe l'épaule à chaque fois et qui met des gros dunks. Il va falloir s'y habituer. Côté Grise, comme je l'ai dit, forcément, t'as Jack qui sort, donc c'est compliqué. Mais t'as un Jaren Jackson Jr. qui fait un très, très gros premier match. 30 points, 5 rebonds, seulement 2 contre. Enfin, seulement. On va se contenter, on dira ça comme ça. Mais autour de lui, ça prend un peu le bouillon. Tillman, pour son premier match, a été compliqué. Sachant qu'encore une fois, c'est un joueur qui a très peu joué cette année. Donc là, tu le renvoies dans le bain. C'est compliqué. Brooks, en défense, il donne ce qu'il a contre LeBron. Ça le ralentit pas vraiment, mais ça met de l'intensité. Par contre, il prend toujours des shoots un peu, on dirait discutables, on dirait ça comme ça. Déjà, j'en parlerai pas parce qu'il s'est pété, donc ça reflète pas son match au global. Mais il y a eu des bonnes choses, même au shoot, il a quand même tenté de prendre des trois et diversifier son jeu. On a surtout Desmond Bane qui joue tranquillement parce qu'il n'y a personne pour le défendre. Donc c'est du 22 points, 5 rebonds, 6 passes, avec du bon volume au shoot et une belle efficacité. Et c'est de lui dont l'équipe a le plus besoin. Autour d'eux, le banc, Jenkins s'en sert pas trop parce que t'as des soucis de taille et d'écart de niveau parfois entre le banc et les starters. T'as Aldama qui est rentré, qui a apporté un peu, mais qui a moins 23 en plus minus. T'as Roddy qui a fait une bonne entrée sur les quelques minutes qu'il a eu, mais surtout Tyus Jones. Mais j'en parlerai un peu plus pour le second match. À noter Luke Kennard qui a
qui a été plutôt bon en défense, qui a été un peu ciblé par Los Angeles, mais qui a pas concédé énormément de points, voire même pas du tout. C'est le seul du banc qui termine à plus 11. Et forcément, bah, c'est Kennard, donc son adresse à longue distance est précieuse, mais elle a surtout été sur le second match. Voilà pour le premier match. Bah heureusement que tu fais le premier match seulement, hein, Cam. Mais c'est bien que tu me files la main, comme ça je peux saluer un petit peu parce que tu as des déclarations d'amour dans le chat enflammé. Guily Grise, on l'accueille pour la première fois, bah ça fait très plaisir de t'avoir avec nous. Et puis bien sûr Technical Max aussi qui nous a suivis, donc bienvenue à vous tous, bien sûr à tous ceux qui nous rejoindraient. N'hésitez pas dans le chat à partager bien sûr vos analyses, vos commentaires. Tu le disais, moi j'ai pas vu le second match, Cam. J'ai surtout souvenir en fait du premier où je trouve que, bah, comme on l'avait dit dans la preview, toute la problématique intérieure en fait elle était présente avec le rebond, avec le fait que bien sûr vos absences, Steven Adams et surtout Brandon Clark qui pouvait peser et ce manque de profondeur peut-être, et tu t'en parlais à l'instant. Moi j'ai trouvé que vous avez pas mal morflé à l'intérieur, notamment avec AD. Sur le Game 2, a priori, AD a été bien muselé. Qu'est-ce qui se passe entre le Game 1 et le Game 2 ? Je sais qu'il y a eu un gros match de Tillman. Est-ce que la problématique des rebonds offensifs, est-ce que Tillman a pu la gérer ? Est-ce que c'est viable pour la suite ? Bah, Tillman, il en capte 5, donc forcément, ça rend beaucoup de services. Il capte 5 rebonds offensifs, il en prend 8 défensifs, donc ça fait 13. Attention, on a des maths de haut niveau chez Q-Basket. Non, il fait un gros match parce qu'il est pas très bien défendu. Les shoots qu'il met, ils sont très efficaces. C'est pas compliqué. Tu regardes sa ligne de stats, c'est 22 points, 10 sur 13, 1 sur 2 sur 3 points, avec des shoots qui sont relativement proches du cercle, donc c'est très propre. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de shoots en seconde intention. À ses côtés, bah, Jaren Jackson, il continue son gros taf. C'est encore 3 rebonds offensifs. C'est 3 comptes cette fois-ci. C'est un gros plus-minus. Il a de nouveau mangé Anthony Davis. Et après, bah, niveau extérieur, ça a été très propre. Hein. Tyus Jones, moi, j'arrête pas de crier l'amour que j'ai pour ce joueur parce qu'il est d'une propreté clinique, chirurgicale. Donc forcément, plus tu le fais jouer, au mieux ça va défendre et au mieux ça va calmer le jeu. Pas très efficace en attaque, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande surtout de gérer le tempo et de bien défendre. Brooks fait un match correct, mais surtout autour d'eux. Kennard, comme je l'ai dit, 3 sur 4 à 3 points. David Roddy, 3 sur 7 à 3 points, donc c'est vraiment pas dégueu, c'est des beaux apports. Conchar, pas mauvais sur le peu de minutes qu'ils ont eu. Et après, au global, dans l'intensité, bah, Memphis a remangé les Lakers encore une fois. Et surtout, on remercie énormément Darvin Ham d'avoir fait très peu d'ajustements et d'avoir laissé D'Lo s'enfoncer progressivement dans le match. Il a été affreux défensivement et offensivement. Et on en revient au postulat initial. Vu qu'il n'y a que 2 porteurs de balles sur le terrain quand c'est sur le côté de Los Angeles, c'est Austin Reeves et D'Lo. Si tu as un des deux qui est affreux, ça te coupe l'équipe. Et c'est le seul résumé que je peux faire. Davis a eu beaucoup de mal sur ce second match. LeBron, bah, ça reste une grosse ligne de stats, mais encore une fois, il n'a pas le ballon. Et c'est sur des phases de jeu où il a croqué énormément à 3 points. 1 sur 8, c'est vraiment pas une très belle ligne de stats. Et leur équipe galère, simplement. Et tu m'offres un peu la transition points, pour... mais... Ouais. Stop Cam. Et tu m'offres la transition pour LeBron, parce que je sais que Guillaume en a parlé. Moi, c'est aussi un truc que je notais. Moi, je le trouve plutôt pas trop mal en défense. Alors, il est plus ou moins planqué parfois sur Dillon Brooks, en tout cas du Game 1 de mes souvenirs. Ouais. Et comme on l'avait dit un peu dans la preview, on le pensait planqué soit sur Tillman, soit sur Brooks. Et puis en plus en tant que bait un petit peu sur Brooks pour le laisser jouer de l'ISO, c'est plutôt le bon plan, même si ça s'est pas vraiment avéré. Mais du coup moi je le trouve plutôt intéressant défensivement parce que je trouve qu'il apporte pas mal au niveau aide, parce que je trouve que dans ce registre là ça va. Après vous me validerez ou non, hein, c'est vraiment mon avis, c'est ce qui me semblait en tout cas du Game 1. Après ouais, il est moins porteur de balles, il shoot plus. Guillaume, tu pensais à une blessure potentielle, est-ce que c'est pas juste genre la fatigue en mode il peut pas faire les deux quoi, comme on le disait dans la preview avec Jérém, en mode c'est plus un two-way? Ouais, alors déjà, ce que dit Jérémy de Q-Basket, moi, bof. Non, sorry, je peux pas faire la même blague dans le chat et en vrai. Non, sur le banc, en fait, moi, je me posais la question et même, je pense pas que ça soit que le déclin parce que le différentiel est trop grand par rapport à même ce qu'on a vu sur l'année, quoi. Et on parle pas forcément que du niveau de jeu, mais en termes d'utilisation. Je n'ai jamais vu LeBron James faire 2 matchs comme ça, quoi. Enfin, c'était
C'est comme on disait sur le Discord du Basket Lab, le problème des Lakers, c'est que LeBron n'a pas été LeBron et que D'Angelo Russell a fait du D'Angelo Russell, quoi. C'est un peu le problème. Mais il y a un côté où le déclin physique, le manque d'explosivité, bon, ça fait quelques temps qu'on le voit quand même, mine de rien. Hem Et si tu veux, c'est pas juste le fait qu'il est moins bon dans ce qu'il fait, mais qu'il continue à faire ce qu'il fait d'habitude. Là, je trouve que en plus, on sait qu'il a eu une blessure au pied il y a pas longtemps, qu'il est revenu relativement rapidement, si je dis pas de bêtises. Et quand tu recoupes ça, du coup, avec le style de jeu où finalement, bon, j'exagère, hein, c'était un peu pour la blague, je disais qu'il joue un peu comme Jake Crowder, mais en vrai, c'est à part enfin, c'est pour faire un peu un bon mot, mais en vrai, il est pas du tout porteur de balle comme on le connaît. C'est ça qui vraiment je trouve ça assez étrange. On a plutôt quelqu'un qui, joue, loin du ballon, qui laisse d'autres porteurs de balle, jouer, qui, parfois peut aussi aller au poste bas. Bon, je caricature un peu, il y a aussi des fois où il est porteur de balle, mais je veux dire, ce qui définit LeBron depuis toujours, c'est cet héliocentrisme justement et le fait que ça soit un peu toujours lui qui porte la balle, quoi. Et là, c'est plus du tout le cas et c'est pour ça que je me dis, le différentiel est tel, même avec ce qu'on a vu sur la saison, que pour moi, il y a pas qu'un déclin physique et il y a pas que, le fait d'avoir pris, 10 ans en 2 mois, quoi, finalement. Oui, bah, complètement, et ça s'entend largement. Le problème pour les Lakers, c'est que la seconde option derrière, bah ouais, D'Lo. Voilà, on a vu qu'en ce moment, c'est pas du tout ça. Et puis ça fait une bonne saison, parce que depuis ses playoffs derniers, pareil, c'était compliqué. Alors qu'il sortait d'une bonne saison, c'était un peu particulier. Il a vraiment choke en playoff D'Lo. Donc du coup, tu peux pas forcément compter sur lui. Ou en tout cas, Schroeder fait pas une mauvaise fin de saison, j'ai l'impression. Après, avec les problématiques que ça. Enfin, voilà, c'est pas une option incroyable en première pour porter le ballon. Enfin, c'est difficile, quoi. Donc je sais pas s'ils ont un petit peu des solutions les Lakers hors Anthony Davis et bourriner dans la peinture en espérant la faute des Grises. Je sais pas s'il y a des fans des Lakers, parce que nous on n'est pas forcément bien placés pour en parler, mais s'il y a des fans des Lakers dans le chat, n'hésitez pas. LeBron qui devient petit à petit Kyle Korver. Alors après, il faut savoir aussi qu'il y a un historique avec QI, c'est-à-dire que là Jérémy parle, et nous d'ailleurs globalement on parle du déclin des Browns. Ça veut dire que le prochain match il en plante 50, hein, c'est la règle. Merci chef. Donc vous pouvez vous y attendre après le trade de déclin de la saison, dans la saison de Jérémy sur les Browns. Tout est possible, après on vous aura prévenu, la team par ailleurs, voilà. C'est sûr qu'il a un problème Browns, il s'appelle Dillon. Oui, alors bon, je sais que ça, bien sûr, Cam va adouber. Excusez-moi. Même nous qui aimons les blagues, bon, il y a une limite quand même. Les voix, non, mais Mais c'est Stephen vrai Jackson. qu'il y a un côté où ah pardon, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais enchaîner sur ce que tu disais, ils ont pas d'autre option. Le problème, c'est que, pour l'instant, il y a aussi un aspect qui est dommage pour les Lakers, c'est que, quand LeBron n'est plus porteur de balle, bah, tu en utilises d'autres, hein. Tu parles de Schroeder, tu parles de Austin Reeves qui le fait un peu, hem et j'oublie quelqu'un, oui, D'Angelo Russell. Mais le problème, c'est qu'aucun de ces joueurs-là, par exemple, n'a ce côté, cérébral, et surtout capable enfin dangereux, suffisamment dangereux sur le scoring pour, forcer un switch et le punir ou pour faire le côté manipulation et aller exploiter une faiblesse. Parce que, je crois que Cam parlait de Kennard. Ouais. Bon, Kennard n'a pas été mauvais, mais parce qu'il n'a pas trop été ciblé, quoi. Les Lakers Ah ne oui, sont pas arrivés à le mettre en difficulté. il y a même eu une situation où il y a les Browns tentent un post-up contre lui, ça passe pas, et après ils l'ont laissé tranquille, alors que, enfin, Kennard en playoff c'est du pain béni, normalement du moment qu'il est sur le terrain, il Ah doit oui. prendre des points. Oui, oui, tout à fait. Bah, on connaît les fameux contre Lou Williams, contre Stephen Curry à l'époque, enfin c'était Exactement. c'est du pain béni, quoi, pour LeBron, ça d'habitude. Et le problème, c'est que, bah, oui, bah, Austin Reeves, il est capable de te prendre, le petit pull-up à mi-distance, sur pick and roll, d'accord, mais il a pas ce côté: «Allez, je vais créer le switch» ou alors je sais ce qu'ils font par rapport à telle couverture, je sais comment manipuler pour, créer le switch» ou alors pour s'ils veulent pas switcher, punir ce qu'ils font, c'est-à-dire le hard edge, essayer de pas switcher, mais trouver une option ailleurs. Enfin bref, il y a tout ce jeu-là que d'habitude LeBron fait qui non seulement tu as pas LeBron, mais tu peux pas le remplacer par d'autres porteurs de balle, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Clément? Ouais, bien sûr. Après, est-ce que, de toute façon, cette série. Parce que moi, j'ai l'impression que même par rapport, là, vous parliez de Kennard à attaquer, etc. Est-ce que finalement,
le plan se déroule pas défensivement. En fait, la seule chose qu'ils sont capables de faire finalement, c'est défendre la raquette. Ils le font plutôt bien. Le problème, c'est qu'en fait, quand ils le font bien, moi j'ai l'impression que ça peut suffire à en fait faire chier ces Grises qui, on le sait, sur demi-terrain, sont pas très bons. Oui. Et encore moins sans Ja Morant pour faire le décalage. Là, à Memphis, on peut, alors, pas vraiment faire le parallèle complet, hein, bien évidemment, quand même un peu plus de créateurs, mais c'est qui les créateurs à Memphis en dehors de Ja depuis l'extérieur? Il y a Desmond Bane qui est Tyus plutôt Jones, bon. Desmond Bane, et Voilà, c'est les après, deux, mais ça reste aussi voilà. un petit peu limité malgré tout. Surtout qu'en plus, Desmond Bane, tu le mets dans ce rôle-là, ça limite quand même vachement aussi son catch and shoot à 3 points que tu veux aussi un petit peu optimiser et garder en termes de menaces à l'extérieur. J'ai pas vu le second match, ça a l'air de s'être plutôt mieux passé pour les Grises, mais c'était un peu une question du coup, pour ceux qui l'auraient vu, que ce soit dans le chat, mais aussi pour Cam. Est-ce que du coup, il y a les moyens un petit peu pour les Grises de faire la diff, ou on va vraiment continuer un peu sur les bases du game 1, un peu en mode... Moi, j'ai dit c'était la série Avatar, hein, donc... La grosse différence, c'est que si Ja revient tard ou ne revient pas, forcément, comment dire, avec Tyus Jones, t'as un super playmaker, etc. Mais par contre, t'as pas forcément un joueur qui passe facilement l'épaule, qui a un niveau d'athlétisme tellement élevé qu'il peut manger tous ses adversaires en contre 1. Donc il faut que la balle circule. Sauf que, comme on l'a dit, tu fais circuler ta balle entre Desmond Bane et Jones, ça va être fluide. Autour, si c'est Dillon Brooks qui la capte, tu vas avoir un 3 points en première intention ou un choix un peu litigieux, donc t'es pas vraiment sûr. Et après, sur le banc, forcément, si t'as Tyus qui est sur le terrain, ça veut dire que t'as John Conchar en première rotation sur le poste de meneur. C'est compliqué. Après, Bien. j'en ai parlé dans ma preview. Le line-up le plus efficace pour Memphis, c'est Tyus Jones, Desmond Bane et Kennard. Donc, comme on l'a dit, vu que Los Angeles n'a pas envie de l'attaquer, aligne les trois, joue un peu petit et joue sur tes armes, justement. Vu que LA bloque ta peinture et que Alistair c'est très faible, s'il faut bourriner à 3 points, il faut le faire. Il faut prendre ces shoots-là. Tu fais circuler ta balle autant que tu peux, tu fais tourner l'horloge et voilà. On avait dit que le Parce shoot à qu'après, 3 points, ce globalement, serait la bascule, donc enfin un potentiel bascule du côté de Memphis, c'est un avantage pour Memphis potentiel. Après, le problème c'est que s'il y a moins de décalage, c'est peut-être le moment où, à la limite, ils pourront défendre les Lakers sur la ligne extérieure s'il n'y a pas ce décalage. Après, Desmond peut le faire un petit peu, Tyus Jones aussi un petit peu. C'est vrai que le Kennard dans ce rôle-là est bien, et surtout s'ils peuvent pas l'attaquer. Mais bon, ça dessine quand même une série, moi je trouve, qui est plus là pour le fun, quoi. Mais vraiment. Mais après, moi je trouve que justement il y a eu un très très bon match des Grizzlies, et même du coaching staff en fait, parce que je sais pas si c'est paradoxal ou pas, je sais pas si c'est la fameuse, on va pas parler de la Ewing Theory, hein, on parle pas des choses qui n'existent pas, mais mais le fait de pas avoir Ja Morant, je trouve que pour moi ça a eu un peu un effet qui se coule ou un impact bizarre, dans le sens où match 1, je trouve que ça a attaqué beaucoup avec Ja Morant sur pick and roll. Mais sauf que, du coup, ça allait sur Anthony Davis et ça marchait pas du tout, quoi. On a eu un peu ce truc-là, où Anthony Davis est un peu le défenseur parfait pour ça, parce qu'il peut drop, mais quand il y a du switch à faire, il est là aussi. Il a un volume énorme. Bref, on connaît Anthony Davis. Donc il y avait un peu ce truc où je trouvais que c'était trop stéréotypé, au niveau du plan de jeu, où ça attaquait beaucoup sur pick and roll, un peu basique sur Anthony Davis, alors que, non, c'est un bon défenseur, donc tu devrais peut-être pas faire ça. Pour moi, le vrai ajustement, c'est que il y a eu une diversité offensive sur ce match 2, forcé ou pas, je ne sais pas. Vrai ajustement ou bien juste le fait qu'il n'y avait pas de Ja, donc il fallait bien faire autrement. Je ne sais pas la raison, mais en tout cas, on a vu une diversité offensive qui était bien plus grande, avec dès l'entrée de match et surtout le long du match, beaucoup plus de dribble and off, notamment. On sait que Steven Adams, c'est une grosse part de ça, mais on a vu Tillman le faire beaucoup plus. On a retrouvé un peu de jeu à deux, Bane-Tillman, alors que d'habitude c'est un peu Bane-Adams. On a vu, bref, il y a une assez grosse diversité, des staggers, on a vu plein de systèmes un peu différents, et de manières d'attaquer aussi à la défense qui a été très différent. Donc pour moi, le thème de ce match 2, c'est la diversité offensive qui a été apportée par les Grizzlies, qui a bien marché, parce que le pick and roll sur Anthony Davis, ça ne marchait pas. Et puis en plus, ça a peut-être été aggravé par le fait que les Lakers, ça a beaucoup pris l'eau, quoi, finalement. Et la grosse arme, c'était en plus d'Anthony Davis, avoir un Jared Vanderbilt qui était bien sur Ja Morant. Là, il n'y a pas de Ja Morant, il n'y a plus autant besoin de Vanderbilt.
Et sauf que du coup, Vanderbilt n'est pas bon en attaque, donc on fait plutôt jouer Hachimura, mais Hachimura est une passoire. Enfin, il y avait beaucoup de problèmes et je trouvais que finalement sur ce match-là, Hachimura a posé plus de problèmes qu'il en a résolu en attaque sur le deuxième match. J'avais vu également aussi que, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur un peu plus de diversité et aussi un peu de scouting, un meilleur scouting et du coup le coaching staff de Memphis par rapport aux ajustements par rapport au premier match aussi, le fait, et ça y revient avec ce que tu parlais sur les dribble and off ou autre, et aussi, moi j'avais tendance à dire, puisqu'on l'avait remis en question dans notre preview, le shoot extérieur de Jaren Jackson Jr. qui permet aussi de maintenir un AD aussi un peu à l'extérieur, ou en tout cas vraiment en aide un petit peu plus lointaine. Il a un petit peu moins la place pour le laisser seul à l'extérieur s'il peut sanctionner. Ça, c'est un truc qu'on voulait confirmer dans la preview, et parce qu'on sait que c'est irrégulier quand même le shoot de Jackson Jr. Donc là, il l'avait retrouvé sur le premier match, et je sais pas sur le game ce qui en était, mais j'ai cru oui dire, je sais pas Cam si tu me suis, que c'était aussi une arme pour un peu space le terrain, et du coup rendre AD plus difficile sur ses aides à l'intérieur. Alors malheureusement sur le second match il a pas mieux shooté, c'est du 1 sur 3 points. Bon, tu me diras, ça fait du 33%, donc c'est pas affreux. Mais par contre c'est sûr que s'il commence à rentrer un peu plus, ça va forcer AD à sortir de la cage, donc ça crée de l'espace, et il y a une des clés qui vient de là. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour ce Memphis-Los Angeles avant qu'on passe à la suite? Concrètement, non, parce que je vois pas comment les deux équipes vont faire plus jouer leur banc pour tenter des coups de coaching, etc. Comme Guillaume l'a dit avant ça, il y a beaucoup de micros ajustements côté Memphis. Côté Lakers, ça bouge pas. Et je pense vraiment qu'ils vont rester sur cette formule-là jusqu'à la fin. Donc, non, je pense qu'on a à peu près tout dit pour le coup. Moi, je trouve que parce que moi, fini. Non, vas-y, je t'en prie, Guillaume. Non, moi, j'allais enchaîner sur dire il y a un peu l'interrogation avec LeBron finalement, parce qu'il y a ce côté Memphis a pas mal de joueurs qui devraient être punis en fait. Donc là, tu as une piste d'amélioration potentielle. On a parlé de Kennard, mais même Tyus Jones, techniquement, tu devrais arriver à le mettre souvent sur des pick and roll et à le punir. Même Ja Morant, quand il revient, je pense qu'il y a un peu ce truc-là à aller gratter du côté des Lakers, mais à quel point est-ce que LeBron est en état de le faire? En état blessure ou en état déclin ou en état niveau de jeu, n'importe lequel, mais est-ce qu'il peut le faire ou pas de facto? On a un peu ce côté-là, et moi, je pense qu'il y a des trucs à faire en défense, il y a des choix à faire. En même temps, c'est toujours une question de compromis. Et si tu fais jouer beaucoup moins un défenseur comme Hachimura qui se fait prendre sur isolation par Jaren Jackson plein de fois sur ce match-là, ou sur pick and roll qui est exploité encore et encore, tu perds aussi son shoot. En tout cas, tu perds la menace offensive. Donc, les fameux vases communicants, hein. Si ils n'ont pas un effectif parfait, il faut choisir au niveau des profils. Peut-être aussi, tu peux espérer un Anthony Davis meilleur sur ce match, sur la suite de la série, qu'il a été au match 2, où il n'a pas été superbement en réussite. Donc, je pense qu'il y a des trucs à faire. Mais pour l'instant, c'est un peu décevant peut-être cette série, on va dire. Moi, je n'en entendais pas moins d'une série dans laquelle sont les Lakers. Voilà, c'était mon petit hitting personnel, il le fallait. Avant de passer à la suite, il faut être à la hauteur de sa réputation, je trouve. Donc voilà, je le fais pour toi, Cam, aussi. Je sais que ça te démangeait malgré tout. La racaille.